Le gouvernement de la République démocratique du Congo veut moderniser le port de Matadi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé jeudi la séance des signatures du PV pour l'entrée en vigueur du contrat de concession entre la SCTP et l'entreprise MSC SA du Qatar. Les détails à suivre dès le début de cette édition du journal. Et puis, contrairement à d'autres provinces comme le Kasaï oriental, le prix du ciment demeure relativement stable sur le marché de Kinshasa. Dans ce journal, vous écouterez les acteurs de ce secteur. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition du journal sur votre télévision. Dans le cadre de la modernisation du port de Matadi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le 15 mars dernier à Kinshasa, la primature précisément, la séance des signatures du PV de poursuite des négociations avant l'entrée en vigueur du contrat des concessions entre l'État congolais d'une part, à travers la Société congolaise des transports et ports SCTP en sigle, et le groupe qatari Méditerranéenne Shipping Company SA, MSC en sigle. Les détails dans ce commentaire. Ce partenariat vise notamment l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal dédié au traitement des conteneurs. Cette signature concerne le volet des conditions suspensives, mais les discussions vont se poursuivre pour arriver à la version finale en vue du début effectif des travaux. Outre le chef du gouvernement qui a présidé cette séance, la ministre d'État en charge du portefeuille, le ministre AI des Transports et le directeur général de la SCTP étaient de la partie. Aux côtés de la délégation du groupe MSC, conduite par son président, Diego Aponte. À en croire le directeur général de la SCTP, ces travaux, qui seront exécutés dans le cadre du mariage entre son entreprise et le groupe MSC, vont permettre de faire face à la concurrence et ainsi favoriser la baisse des prix en ce qui concerne l'importation et l'exportation. Et aujourd'hui, on était sur le volet des conditions suspensives qui ont été et projet, mais les discussions vont continuer encore d'ici 2 mois pour qu'on puisse avoir la version finale afin de pouvoir commencer effectivement les travaux et moderniser les ports pour faire face à la concurrence qui nous mine depuis plusieurs années. À travers ce protocole, la SCTP veut améliorer sensiblement les conditions internes d'exploitation pour baisser les prix afin que les consommateurs finaux soient servis avec les meilleurs produits sur le marché. Pour le président du groupe MSC, l'évolution positive de ce dossier va très bientôt déboucher sur la modernisation du terminal des conteneurs du port de Matadi au bénéfice des populations de la République démocratique du Congo. Et les travaux vont commencer très rapidement. Je pense que d'ici l'été, on pourra déjà commencer à travailler. Beaucoup d'études de sol, beaucoup de travaux préliminaires ont déjà été faits. Et donc nous, on est prêts. On attendait ce jour de la signature. On est très très fiers et très heureux de se marier avec l'État congolais. La première phase d'investissement dans le cadre de ce projet va coûter jusqu'à 150 millions d'euros selon la même source. La deuxième édition du Salon panafricain de l'agroalimentaire s'est ouverte le jeudi à Kinshasa avec pour objectif valoriser et promouvoir le secteur agroalimentaire de la République démocratique du Congo, mais aussi pousser la jeunesse congolaise à s'investir davantage dans l'agriculture. Jonathan Bakele et Pichunzita pour les détails. C'est par cette conférence de bas que s'est ouvert ce salon panafricain de l'agroalimentaire en présence de plusieurs invités. Une initiative de la Fondation Nadine Longo Baometo qui vise à valoriser et à promouvoir les secteurs agroalimentaires de la République démocratique du Congo et aussi à inciter la jeunesse congolaise à s'intéresser à l'agriculture. Le vice-président de la Fondation, Junior Baometo, invite la population à investir dans l'agriculture. Le vrai problème est que non, on ne se croit pas. On ne se croit pas nous-mêmes qu'on est capable de faire mieux et de faire l'impossible dans ce monde, et surtout ici chez nous au Congo. Parce que tout le monde le sait, même les enfants qui étudient aujourd'hui savent déjà que notre terre, c'est une terre trop riche. Mais on essaye de négliger, on se focalise surtout à la politique. Tu vois, les jeunes pensent que non, en allant à la politique, c'est là où il y a la solution. Moi, je suis là, je suis sollicité plusieurs fois d'être déjà à la politique, mais j'aime pas la politique parce que je vois que non, la politique peut me mettre dans des merdes, dans des choses dans les jours à venir. C'est à nous les jeunes. On n'est pas censé déforcer aux jeunes.
Il y a des jeunes qui comprennent, qui embrassent l'entrepreneuriat. Il y a les jeunes qui ne veulent pas comprendre. On est censé en tout cas de l'air toujours informer, de l'air toujours booster. Dans les jours à venir, s'il y en aura moyen, il viendra aussi faire quelque chose de mieux pour leur avenir meilleur. Parce que nous sommes là, oui, chacun, mais la réalité de ce qui se passe maintenant dans notre pays, ça devient pur. On préfère maintenant partir vivre en Europe au lieu de vivre chez nous dans un terre qui est trop merveilleux avec toutes les richesses possibles. Avec l'agriculture ici dans notre pays, on peut même faire manger toute l'Afrique. Après la conférence, les entrepreneurs ont exposé leurs produits dans les stands préparés au préalable en vue de promouvoir les secteurs agricoles congolais. Ce programme panafricain de l'agroalimentaire va se clôturer le dimanche 19 mars prochain. Dans le reste de l'actualité économique, le ministère des Finances et celui des Mines ont signé cette semaine un arrêté interministériel qui fixe pour la République démocratique du Congo la perception des droits, taxes et redevances des matières premières du sol en particulier. Les détails dans ce commentaire. Regardez. Signé par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, et Nicolas Kazadi, ministre des Finances, cet arrêté interministériel fixe les taux, l'assiette et les modalités des perceptions des droits, taxes et redevances relevant du régime douanier, fiscal et parafiscal applicables à l'exploitation artisanale des substances minérales ainsi que les performances minimales des comptoirs agréés. Ainsi, pour le diamant par exemple, Nicolas Kazadi et Antoinette Samba ont décidé qu'au premier trimestre 2023, les comptoirs devraient générer jusqu'à 10 500 000 $ américains, soit 3 500 000 $ américains le mois. Ces montants devraient augmenter au deuxième trimestre avec 12 millions de dollars américains. La même tendance devrait se poursuivre au troisième trimestre avec 15 millions de dollars américains. En ce qui concerne l'or, l'arrêté interministériel projette pour les comptoirs au premier trimestre 2023 une production de 300 kg, soit 100 kg le mois. Les mêmes performances devront être rééditées au cours des 3 prochains trimestres. Pour le coltan, les comptoirs devraient produire au premier trimestre 2023 40 tonnes, soit 13,4 tonnes le mois, 42 tonnes au deuxième trimestre, 45 au troisième trimestre et 40 tonnes au quatrième trimestre. Les deux ministres précisent que les comptoirs d'achat et les acheteurs des pierres des couleurs ont l'obligation de déclarer la quantité de toute espèce achetée. À partir du 11e acheteur, Nicolas Kazadi et Antoinette Samba précisent que la performance du comptoir agréé sera réajustée conformément à l'accroissement du nombre d'acheteurs supplémentaires. Un protocole d'accord portant formation du personnel de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, DGRAD en sigle, a été signé le mercredi dernier entre cette dernière et l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, et ce, dans le but de renforcer les compétences du personnel de cette régie financière en termes d'utilisation notamment de l'outil numérique. C'est dans un climat de convivialité que la DGRAD et l'INPP, représentés par leurs directeurs généraux, ont procédé à la signature du contrat portant formation du personnel de cette régie financière à la digitalisation de ses procédures de mobilisation de recettes. À cette occasion, Jean-Parfait Tambala, DG de la DGRAD, est revenu sur la nécessité de digitaliser les procédures et il estime que ce contrat favorisera la mise à niveau de tous les personnels de la DGRAD. Mieux qu'hier, la DGRAD doit recourir à la digitalisation de ses procédures de recettes à travers des logiciels qui sont développés pour cette fin, à savoir Isis Régie, Logirad, e-Recette. Nous croyons qu'en signant ces protocoles d'accord aujourd'hui avec l'INPP, l'option que nous avons prise au niveau de la DGRAD est d'obtenir que tous les cadres et agents au niveau central, au niveau provincial, soit mis à niveau, particulièrement en ce qui concerne l'informatique, en ce qui concerne les options numériques, afin que donc ils ne puissent pas avoir une quelconque raison de ne pas s'adapter à cette digitalisation qui est mise en place aujourd'hui au niveau du ministère des Finances et donc particulièrement au niveau de la DGRAD. De son côté, Stanislas Godefroy Chimanga, DG de l'INPP, a promis d'accompagner la DGRAD. Grande est notre joie
de conclure en ce jour cet accord de collaboration avec un des principaux services de notre État, la DGRAD. La signature de ces contrats intervient 24 heures après la cérémonie de présentation du rapport des performances de régie financière en 2022. Et tout à fait autre chose dans ce journal, le député national Edouard Mwanga Chouchou reste en prison. La haute cour militaire s'est déclarée compétente pour juger l'élu du Nord Kivu. Elle le maintient en détention jusqu'à son procès fixé au 21 mars prochain. L'homme politique est accusé notamment des collaborations avec les groupes armés, dont le M23, dans le cadre de ses affaires logées dans la partie est de la RDC. Les détails avec Tony Antoine Dibendila dans ce reportage rendu par Juvette Mbelou. Ce sont des charges très lourdes qui pèsent sur ce député national après que des armes, munitions et autres effets militaires ont été découverts dans sa concession minière, la société minière de Bissunzu, dans les territoires de Massissi et d'autres encore, dans sa résidence de Kinshasa. Edouard Mwanga Chouchou est accusé d'avoir formé une milice privée et de soutenir les rebelles du M23. Ce député des Massissi, un des 3 territoires sous contrôle des rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu, est poursuivi en flagrance pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et munitions, association de malfaiteurs et participation à un groupe insurrectionnel. Edouard Mwanga Chouchou est détenu depuis 2 semaines à la prison centrale de Makala. Ses avocats ont tenté d'obtenir une remise en liberté provisoire ou bien une mise en résidence surveillée, mais le juge militaire a qualifié la démarche de prématurée, estimant qu'elle dépend plutôt du juge de fond. Dans la province du Nord Kivu, soumise aux attaques du M23, un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda selon les Nations Unies, la société civile appelle la justice à faire son travail. Edouard Mwanga Chouchou est le président du Conseil national pour la défense du peuple, une ancienne rébellion devenue un parti politique. Celui-ci pourrait, en tant que député national, voir sa peine alourdie si la haute cour militaire le jugeait coupable. Il risque 20 ans de prison. Ici à Kinshasa, l'opération coup de poing qui s'est poursuivie le jeudi dans la commune des Matete a engendré plusieurs dommages collatéraux, dont la mise en conflit des locataires et bailleurs, les premiers exigeant le remboursement de la garantie locative pour une maison commerciale détruite, quand les seconds rejettent la responsabilité aux autorités urbaines. Betty Tamfoumou nous donne plus de détails. Sur le terrain, cette opération engendre de dommages collatéraux, notamment les conflits d'intérêts entre bailleurs et locataires. Quelle que soit la difficulté, j'ai une douleur indescriptible. Le gouverneur devrait nous laisser le temps de sortir nos marchandises. De l'autre côté, les bailleurs disent qu'ils ne vont rien nous remettre parce que c'est l'État qui démolit. L'opération coup de poing crée non seulement les conflits d'intérêts entre bailleurs et locataires, mais favorise aussi les bavures policières selon les victimes. Ils démolissent en désordre. Les policiers eux-mêmes, auteurs de bavures. Que faire? Il s'agit de notre pays. En cas de problème entre bailleurs et locataires, c'est le service d'habitat qui départage. Dans le cas d'espèces où bailleurs et locataires sont victimes, qui est censé départager? La question reste posée. Restons dans ce même chapitre, l'opération coup de poing qui vise à libérer, vous le savez, les emprises publiques en détruisant les constructions anarchiques
crée à son passage des victimes dont les propriétaires légaux. Et pour un juriste approché ce vendredi, il convient donc à celles-ci, les victimes, de saisir la justice pour exiger réparation. Seul le juge peut apprécier, selon lui, à propos de l'indemnisation. Des propos recueillis pour vous par Claude Kongou. L'état de droit voudra que quiconque pose des actes puisse en répondre quand il sera besoin. Et c'est au juge qui est, n'est-ce pas, le garant de droits et libertés fondamentaux des individus de dire si le gouverneur répondra de ces actes ou pas. Mais nous estimons que dans le cas d'espèce, il sera judicié et nous estimons que ça sera un processus, ça se tient un procès pédagogique qui devra se faire selon que le locataire devra drainer sa BRS devant le juge. La BRS, à son tour, devra appeler ou soit faire une intervention forcée en appelant le gouverneur de la ville devant la barre pour justifier les démolitions qu'il a opérées et qui fait que le contrat de bail qu'il a lié avec son locataire initialement soit mise en mal et qu'elle soit contrainte de restituer la garantie locative. Ça serait dangereux de notre part de dire qui devra payer. On ne peut que réfléchir à la lumière de la loi parce que c'est au juge de dire qui devra payer. Ça sera maintenant au gouverneur d'éprouver pourquoi est-ce qu'il a détruit, en vertu de quoi il a détruit. S'il y a un acte qu'il a pris comme gouverneur, il pourra en répondre comme tel, il pourra répondre de ces actes-là comme gouverneur et que ça sera à lui, si il a agi comme gouverneur, ça sera à l'hôtel de ville ou soit à la ville-province de Kinshasa d'indemniser cette dame. Et s'il a agi en dehors de toute qualité et qu'il s'est dit, bon, je suis gouverneur sans prendre des actes, il engagera sa responsabilité. Je l'ai annoncé dans l'entame de cette édition du journal, contrairement à d'autres provinces comme le Kasaï oriental où le coût du ciment gris a été revu à la hausse pour cause des ruptures des stocks. Ici à Kinshasa, le prix est resté relativement stable depuis un certain temps. Les acteurs de ces secteurs l'ont affirmé ce vendredi au micro des Philo Chiloba et Sélé Chamala. Alors qu'actuellement dans certaines provinces, le prix d'un sac de ciment gris a sensiblement augmenté, comme au Kasaï oriental où le coût est passé de 35 à 40, voire 42 $, dans la capitale congolaise, il est resté plutôt stable. Et ce, depuis un certain temps. Ainsi, il varie entre 9,6 et 10 $. Une stabilité encouragée par les vendeurs car elle permet d'écouler assez rapidement leurs marchandises. Le sac de ciment, ces derniers temps, on a deux qualités, du 42 et du 32. Le 42 se négocie à 10 $ en francs selon le taux en vigueur et les 32 à 9,6. Les producteurs, on en a quelques producteurs, au moins, on en dénombre au moins 3. Nos producteurs ont le moyen pour la production, mais encore faudrait-il qu'ils aient les moyens pour acheminer des sites de production au lieu de consommation. C'est juste ça. Pour l'instant, ce sont juste les distributeurs qui, avec leurs propres moyens, font de leur mieux pour acheminer le produit de lieu d'acquisition jusqu'au lieu d'écoulement. Mais la difficulté, c'est celle-là, jusque-là. À l'heure d'aujourd'hui, le marché des ciments a connu une nette évolution. Non seulement en termes de diversité, parce qu'on a du 42 et du 32, on a également des ciments colle. Il y a un moment, un sac de ciment pouvait se négocier jusqu'à 50 $. Ça, il y a 5-7 ans. Sauf que ces derniers déplorent le coût du transport qui est de plus en plus élevé. Ils insistent également sur la mise en place des mécanismes pouvant permettre l'augmentation de la production locale. Et place à présent à la revue des presses et c'est avec Betty Tamfumu. La revue de presse de ce vendredi s'ouvre avec le tri hebdomadaire EcoNews qui titre à sa une « Tension sur le marché de change, la BCC toujours prête à utiliser les instruments à sa disposition ». En effet, sur le marché de change, on observe une certaine accalmie. La monnaie nationale, le franc congolais, s'étant légèrement apprécié
par rapport, précise les confrères, au roi dollar américain. Il poursuit qu'à la Banque centrale du Congo, les équipes sont en état d'alerte maximale pour parer à toute éventualité fort de l'important matelas de devises dont dispose la République démocratique du Congo avec des réserves internationales chiffrées, note le confrère, à plus de 4 milliards de dollars américains. Sereine, précise EcoNews, Madame la gouverneure de la BCC est confiante sur la capacité de la banque à atténuer les tensions sur le marché d'échange. D'ores et déjà, écrit le journal, la Banque centrale rassure qu'elle se tient toujours prête à utiliser les instruments à sa disposition, ce qui devait sensiblement estomper la vague de spéculation qui gagne le marché d'échange, poussant ainsi le prix intérieur à la hausse, conclut l'écrit hebdomadaire EcoNews. Kinshasa, décision inadaptée d'Ngobila sur la baisse des prix des transports en commun. Un titre à lire dans Congo Nouveau. En effet, les confrères fait allusion à la nouvelle grille de prix de transport en commun à Kinshasa. Le confrère note cette mesure apparemment populaire a suscité du mécontentement dans le chef des conducteurs de taxi et taxibus. Le journal précise, ils ont presque organisé une journée sans transport en commun qui est tenue par de privés. Mais au-delà de revendications de conducteurs, écrit Congo Nouveau, ils ont également souligné la hausse du prix des carburants. Ils ont carrément zappé la décision du gouvernement provincial, précise le confrère. En effet, note le journal poursuit, le taxibus et bus ont maintenu les anciens prix des courses. Pour illustrer, le confrère parle de la distance entre le rond-point Mandela sur le boulevard du 30 juin jusqu'à la place de la gare centrale qui coûte toujours 1000 francs congolais. L'on se rend ainsi compte, écrit Congo Nouveau, de l'inefficacité de la décision de Jean Ngobila. Le journal parle aussi de la gestion de la taxe sur l'éclairage public qui rapporte, précise le journal, 250 000 $ par mois perçus sur 1% de la facture de la Société nationale d'électricité. Le journal Congo Nouveau conclut, malgré cela, la ville-province de Kinshasa est insuffisamment éclairée la nuit. EcoNews, Congo Nouveau, ces deux journaux ont fait l'objet de notre revue de presse de ce vendredi. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Voici tout de suite le rappel des titres. Le gouvernement de la République démocratique du Congo veut moderniser le port des Matadi. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé jeudi la séance de signature du PV pour l'entrée en vigueur du contrat de concession entre la SCTP et le groupe qatari MSC SA. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Et puis, contrairement à d'autres provinces comme le Kasaï oriental, le prix du ciment gris demeure relativement stable sur les marchés de Kinshasa. Dans ce journal, vous avez écouté les acteurs de ce secteur. Fin complète de cette édition sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. La prochaine, c'est dans un peu plus d'une demi-heure. Restez avec nous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette.
Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.